Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, notre émission résumera pour vous la séance du Conseil de ville de Chambly, tenue au pôle culturel le 17 mars 2026. À l'ouverture de la séance, Mme la mairesse Labbé a rappelé au Conseil le décès tragique d'un enfant survenu sur la butte à glisser du parc Robert-Lebel. Elle a ensuite rendu hommage à un ancien pompier de la ville, ainsi qu'à un célèbre éditeur, également citoyen de Chambly. Avant de débuter mon mot, je voulais prendre un moment de recueillement avec vous. Au cours des dernières semaines, notre communauté a été éprouvée par des pertes qui nous touchent, pour ma part, très profondément. D'abord, je veux souligner le tragique accident qui est survenu au début du mois, qui a coûté la vie à un jeune enfant. Au nom du conseil municipal, de l'administration, je veux offrir nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches, à toutes les personnes qui ont été affectées par ce drame. Je voulais également souligner le décès de M. Denis Lagacé. Ancien employé municipal, M. Lagacé a œuvré au service incendie pendant près de 30 ans. Il a d'abord été pompier, ensuite directeur adjoint. Après sa retraite, il a continué de servir la collectivité comme agent de sécurité à la cour municipale et comme surveillant à l'Aréna, au service loisirs et culture. Je crois qu'il a aussi travaillé là, au 56 Martel quand c'était vraiment un centre communautaire bouillonnant d'activités. On garde le souvenir d'une personne profondément engagée dont le dévouement a marqué la ville de Chambly. Je voulais aussi souligner le départ de M. Claude Wilson. À l'âge de 78 ans, éditeur chez Wilson et Lafleur, M. Wilson a consacré sa vie à mettre en valeur le savoir juridique. Il était aussi une figure marquante de Chambly, impliqué dans son milieu par le biais de différents organismes communautaires. Je pense à sa grande famille des sources du bassin. Toujours actif à titre de président de la fabrique de la paroisse, il a été une inspiration pour toutes les personnes bénévoles engagées auprès des plus démunis. À sa famille, à ses proches, nous transmettons nos condoléances les plus sincères. Je vous invite maintenant à vous lever, à prendre une minute de silence avec nous. La mairesse a invité les citoyens à participer à la course familiale organisée conjointement avec Trifort, un événement qui se tiendra le 3 mai au Parc des Cascades. Pour l'occasion, la Ville est fière d'offrir le kilomètre familial non chronométré qui est entièrement gratuit. C'est une formule qui est pensée pour le plaisir. On marche, on court, à son rythme, en famille, entre amis, avec les enfants, les parents, les grands-parents. Bref, c'est pour tout le monde. Pour celles et ceux qui souhaitent relever un défi plus sportif, le Trifort propose aussi des distances chronométrées de 1 à 10 km. Il suffit de s'inscrire en ligne sur le site officiel de l'événement. Du côté de la Ville, l'inscription du kilomètre familial gratuit est en cours sur notre site Web. Je vous le rappelle, c'est gratuit, mais les places sont limitées à 500. Donc, je vous encourage à vous inscrire le plus tôt possible. Toujours le 3 mai, les membres du Conseil de ville participeront à l'inauguration du parc de la commune. Des animations familiales vont être offertes sur place pour prolonger le plaisir, donc jeux gonflables, animations, maquillage, présence de personnages ludiques. Il y a des rafraîchissements, des collations aussi qui vont être offertes gratuitement. Si vous avez couru ou marché, ça va être bienvenu. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi apporter votre pique-nique, profiter pleinement de l'espace et de ses installations. Le 6 juin aura lieu au Parc des Ateliers l'événement du Relais pour la vie. Il va y avoir beaucoup de changements, mais toujours des prestations artistiques, nouveautés, des camions de rue des camions de cuisine de rue qui vont animer le site et l'incontournable célébration des luminaires. Il y a une classique envolée de papillons et un temps de recueillement au son de la cornemuse qui va venir souligner avec sensibilité le courage des personnes qui sont touchées de près ou de loin par la maladie, ainsi que notre soutien collectif. Il y a plusieurs façons de participer, bien entendu comme participant de l'espoir. Il est possible de former aussi ou de se joindre à une équipe de marche, de faire un don directement à l'organisme ou à une équipe. Si vous faites vos recherches, il y en a peut-être une en mon honneur. D'acheter un luminaire
Vous pouvez identifier le luminaire au nom d'une personne qui se bat présentement, que vous avez perdu. C'est toujours possible de le personnaliser. Puis vous pouvez également venir encourager les marcheurs, les marcheuses lors de l'événement. Les 150 ans du service des incendies de Chambly sont soulignés par divers moyens qui permettront aux citoyens d'en connaître davantage sur le fonctionnement de ce service essentiel. Je vous invite d'ailleurs à écouter, on a toute une série de balados qui est réalisée en collaboration avec le service incendie qui va vous plonger dans la vie de la caserne, vous faire découvrir les rôles, des différents rôles au sein de l'équipe. Québec a coupé les ressources financières permettant le maintien d'un service d'aide pour les femmes victimes de violences conjugales. 5.2 pour la fin du financement en violence conjugale et intrafamiliale. C'est une résolution d'appui qui est envoyée au ministère de la Sécurité publique. Je me dépêche de réouvrir mon ordinateur pour vous donner un petit peu plus de détails. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait vraiment une ressource qui était financée par le ministère au niveau de la Sécurité publique, spécifiquement en violence conjugale intrafamiliale. On a vraiment une cellule de crise très intéressante là, qui a obtenu des résultats concluants avec la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent. On a appris récemment qu'il y aurait, dans le fond, un définancement là, de cette ressource-là. Donc, on demande là, au ministère de reconsidérer sa décision. On n'a pas à le répéter, là, le nombre de féminicides annuellement est alarmant. Depuis le début de l'année, c'est déjà effarant. Donc, on veut continuer de s'adresser aux problèmes là, proactivement. C'est dans ce contexte qu'on appuie la Régie de police. Donc, je le propose. Jean-Philippe Thibault, je l'appuie. Madame Guy et M. Thibault. C'est une résolution de plus qui s'adresse au gouvernement du Québec afin que soient maintenues les possibilités d'investir dans certaines infrastructures municipales. Le gouvernement du Québec nous a donné accès à de nouveaux pouvoirs pour générer là, des revenus. On a pris le temps là, de les analyser, d'en mettre en place, dont le revenu en fait qui est lié au développement là, de notre communauté avec le règlement pour les contributions au développement. Puis, on est en train, là, au niveau du Québec, là, de déposer un règlement qui viendrait nous empêcher d'affecter les sommes à certains projets, donc des projets bâtiments. Là, je veux rester très concret pour vous, là, entre autres, avec certaines redevances au développement. On a pu financer la rénovation de l'édifice Joseph-Ostigui. On envisageait d'affecter une partie de ces sommes-là à la rénovation de la mairie. Donc, dans ce contexte-là, là, ce que Québec propose, ça nous empêcherait de faire de tels investissements. Donc, on est vraiment là en résolution d'appui pour demander de reconsidérer cette modification-là. Certaines recommandations ont été formulées pour améliorer le code d'éthique des élus à la suite des événements qui avaient occasionné la mise sous tutelle de l'administration Lavoie. Il y avait une recommandation là, au niveau de l'attention portée à la nécessité de faciliter la compréhension de ces codes d'éthique et de déontologie. Ça s'adressait, là, ça, je veux juste être sûre de vous le dire comme il faut, parce qu'il y a un volet élu puis un volet fonctionnaire. Ça, je pense que c'était pour les deux volets. Donc, vraiment, là, de s'assurer de donner, en fait, accès à un feuillet explicatif et illustré pour vulgariser le contenu du code, le distribuer par courriel, faire un rappel du courriel 2 fois par année, en janvier et en juin. Le feuillet va contenir une marche à suivre en cas de questionnement. Donc, ça, c'est la responsabilité, là, va aller au niveau de la greffe, du service du greffe, du service des ressources humaines et du service des communications. Ensuite, on avait une autre recommandation qui était donc de mettre en place le Code d'éthique des employés vient d'être réadopté en 2024. On nous demande là, d'aller travailler sur un volet consultation préalable, donc s'assurer là, qu'on permet aux fonctionnaires de se l'approprier, de bien comprendre sa portée. Donc, ce qu'on vise à faire, c'est de procéder par un sondage écrit ou virtuel par rapport au code qui vient d'être adopté en 2024 pour s'assurer qu'on obtient des employés, leurs commentaires, leurs suggestions pour revoir le code s'il y a lieu. Même principe, là, les responsables seront la greffière, le service des ressources humaines et le service des communications. Ensuite, pour le dernier constat, donc le dernier point qu'on veut ajuster,
il était noté là, qu'on n'offrait pas d'activités complémentaires qui favorisaient la compréhension, la vigilance éthique tout au long du mandat des membres du Conseil. Donc, ce qu'on va prévoir, c'est 2 fois par année, en janvier et en juin, on va faire un rappel du code d'éthique aux élus lors d'une rencontre d'un comité plénier. On va voir aussi à leur transmettre à nouveau la procédure qui est en place, s'il y a des questionnements ou s'ils ont besoin de formation. Et en tout temps, bien entendu, le service du greffe est responsable de s'assurer de mettre les élus ou les employés en lien avec une firme externe pour tout questionnement en éthique et déontologie. Donc, encore une fois, responsabilité du service du greffe, des ressources humaines et des communications. Donc, c'est un plan d'action qui vient boucler les petites lacunes là, qui restaient au niveau de nos codes d'éthique et de déontologie. Monsieur le conseiller Savoie présente la nomination des 3 nouveaux membres qui siégeront à la table consultative sur les transports et la mobilité. Je tiens à dire qu'on a reçu plusieurs très bonnes candidatures pour cet appel de candidature pour la table transport. Puis Mme la mairesse me disait qu'on en reçoit aussi pour nos autres appels de candidature. On vous remercie, c'est très important. C'est une belle façon de s'impliquer, que les citoyens s'impliquent dans la ville. Donc, les 3 personnes retenues pour donc, la table transport et mobilité active, c'est Mme Rachel Lemelin, M. François Sénécal et M. Yvan Valade. Bienvenue. En fait, on ne les a pas rencontrés encore. On a une table, la prochaine table est au mois d'avril. Donc, on leur souhaitera la bienvenue à ce moment-là. Puis, je tiens à remercier vraiment les 3 aussi. Il y a 3 citoyens qui terminent. En fait, il y en a 2 femmes qui ont terminé la dernière rencontre qu'on a tenue en mars. C'est Mme Rana Boubacar et Mme Marie-Ève Assensao-Denis. Je tiens à les remercier chaleureusement. 2 très beaux mandats qu'elles ont faits. Également, M. Alain Carl, qui, lui, avait terminé à l'automne dernier. Merci à ces 3 personnes-là qui ont terminé. Alors, je propose les 3 nouvelles personnes. Francine Guay, je l'appuie. Monsieur Savoie et Madame Guay. L'Union des municipalités du Québec est mandatée par le Conseil pour magasiner les protections d'assurance responsabilité qui sont nécessaires à l'exercice des fonctions des élus et des employés de la Ville. C'est le renouvellement des assurances protection des élus et fonctionnaires et responsabilités en santé et sécurité. C'est un mandat qui est confié à l'UMQ 2026 à 2031. Justin Carré, je le propose. Jean-François Monard, je l'appuie. Monsieur Carey, Monsieur Molnar. Monsieur le conseiller Molnar a présenté une résolution d'appui financier pour la tenue des championnats mondiaux de cyclisme lorsque le peloton des participants sillonnera les rues de la ville de Chambly. Alors, 6,5, affectation d'un montant de 57 000 $ pour les championnats mondiaux de cyclisme des 26 et 27 septembre 2026. Alors, c'est un événement qui va demander beaucoup de logistique. Certainement, nos organismes sportifs vont nous donner un bon coup de main là-dessus, mais on va avoir besoin de bénévoles à ce moment-là. Donc, soyez prêts. Les détails vont suivre sous peu. Alors, Jean-François Monard, je le propose. Serge Chavois, je l'appuie. Une somme importante sera dépensée pour l'aménagement de modules extérieurs pour les enfants. Il s'agit du contrat de module de jeu au Parc Laurier à l'entreprise Tessier Récréoparc Inc. Pour un montant de 147 324,12 $. Jean-Philippe Thibault, je propose. Des véhicules sont loués pour les besoins temporaires occasionnés par la saison estivale. 6.11, contrat location de véhicules lot 1, 5 mois à l'entreprise Location Sauvageau Inc. au montant de 38 459,14 et le lot 2, 6 mois à l'entreprise Bonne Route Location d'auto au montant de 20 957,64 pour la saison estivale 2026. C'est toute notre gang d'horticulture, donc nos employés saisonniers ont besoin de ces véhicules-là temporairement. Justin Carré, je le propose. Luc Ricard, j'appuie. Monsieur Carey, Monsieur Ricard. La mairie de Chambly fera l'objet de travaux majeurs de restauration. 6.12, le contrat de démolition intérieure et de décontamination de la mairie à l'entreprise Construction RDJ Inc. pour un montant de 122 678,33. On a demandé des précisions. En fait, c'est toujours des mots durs quand on lit ça. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vraiment des travaux de venir défaire à l'intérieur pour décontaminer puis nous permettre de réaménager l'espace intérieur de la mairie.
Il faut comprendre deux choses. C'est un bâtiment qui est cité, un bâtiment patrimonial qui n'est pas seulement à l'inventaire, mais qui fait l'objet d'une citation. Donc, on est très contraint dans les éléments qu'on doit conserver. Fait que ça, c'est sûr que tout le cachet patrimonial va être conservé. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a vraiment des réaménagements importants à faire pour des questions de modernisation de l'espace et d'accessibilité, bien entendu, de la population. Donc, on va vraiment procéder à descendre la cour municipale au rez-de-chaussée, permettre aux gens d'accéder directement à la cour municipale sans avoir à emprunter d'escalier. Fait que je vous dirais que c'est le principal élément. L'administration municipale partagera avec le Centre des services scolaires des Patriotes certains travaux de planification pour l'évaluation de besoins futurs. Avis planification des besoins d'espace au Centre des services scolaires Centre de services scolaires des Patriotes. On m'a demandé des précisions tantôt. En fait, il s'agit d'un exercice qu'on fait annuellement. Il y a 2 exercices de ce type-là. Cette fois-ci, c'est la planification des besoins d'espace. Donc, c'est un exercice collaboratif avec la municipalité qui va fournir, en fait, les municipalités du Centre de services scolaires qui vont fournir leurs projections démographiques, les projets qu'il y a au niveau de l'urbanisme. En contrepartie, le Centre de services scolaires nous remet l'espèce de planification plus globale de toute la région. Donc, nous, on émet un avis de réception puis un avis favorable à ce qu'ils nous ont soumis. La fusion de 70 lots a fait l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole afin d'en permettre la vente aux propriétaires de la ferme Bessette pour assurer la pérennité de son activité agricole. Les explications de Mme Labbé, suivies de celles du directeur général de la Ville, M. Auclair. L'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, l'aliénation de 70 lots. On m'a demandé des précisions. Je vais tenter une explication, puis M. Auclair, si j'erre, vous me corrigerez. Quand on fait ce genre d'exercice-là, c'est vraiment de permettre de venir prendre des lots existants, puis de les remettre ensemble pour refaire un seul morceau de l'eau, donc un seul morceau de terrain agricole qu'on va ensuite pouvoir, vous le devinez, à 7,6, le mettre en vente au niveau du secteur de la rue Brillant. C'est vraiment un exercice de délotissement, si on veut. En fait, c'est un exercice de remembrement de l'eau agricole. Voilà. C'est pour nous permettre de maintenir les lots en culture. C'est ce que ça vise, la demande. Le conseil municipal a procédé à la première étape de la révision d'une décision du comité qui a refusé la démolition de la résidence patrimoniale demandée par le propriétaire du 102 rue Saint-Pierre à Chambly. M. Talbot explique le processus à l'origine d'une démarche aussi exceptionnelle. À Chambly, on souhaite nous réunir le moins possible pour discuter de démolition. Parce que chaque bâtiment, chaque parcelle de notre territoire porte une part de notre histoire collective. Notre ville possède un caractère patrimonial unique, façonné par des siècles d'occupation, de mémoire et d'identité. C'est pourquoi chaque demande de démolition soulève des enjeux qui dépassent la simple question technique. Elle touche à notre responsabilité collective, à la protection de notre héritage bâti et à la vision que nous portons pour l'avenir de Chambly. Le rôle du comité qui traite les demandes de démolition, c'est d'examiner toutes les demandes qui sont présentées avec rigueur, transparence et sensibilité. On doit évaluer non seulement l'état des bâtiments concernés, mais aussi leur valeur patrimoniale et leur intégration dans le milieu. Je tiens également à rappeler que notre mandat n'est pas de freiner le développement, mais de nous assurer qu'il se fasse dans le respect de notre identité et de notre mémoire collective. Les décisions que le comité doit prendre ont un impact durable et c'est avec ce sens des responsabilités que nous abordons les échanges lors de ce comité. Pour votre information, la Ville de Chambly a adopté son inventaire patrimonial révisé regroupant environ 280 immeubles dans le but de protéger et mettre en valeur son patrimoine bâti. Les normes provinciales en matière de patrimoine sont comprises dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que dans la Loi sur le patrimoine culturel. En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Chambly est obligée d'adopter un règlement sur la démolition des immeubles et, évidemment, on s'est conformé en ce sens à la loi. Également, tout propriétaire d'immeuble patrimonial a le droit de déposer une demande pour la démolition de son immeuble. Si la demande est complète et conforme, la Ville doit la traiter et le comité de démolition doit se prononcer.
L'approbation de la demande de démolition n'est aucunement obligatoire et demeure à la discrétion du comité de démolition et du conseil municipal en cas de demande de révision, comme on voit ici ce soir. Donc, en lien avec la demande de ce soir, la demande de révision, je vais prendre le rapport également, puis je vais revoir un peu, dans le fond, les étapes là, qui ont été suivies. Dans un premier temps, il y a le comité là, au niveau de M. Thibault, Mme Legendre et moi-même, là, avec le service d'urbanisme, avec M. Julien Tardy-Laporte. Et puis, on se réunit, on analyse l'ensemble de la demande, l'ensemble de la documentation, des rapports qui sont fournis de ce côté-là. Et puis, par la suite, on transmet également la demande pour un avis de la part du comité consultatif d'urbanisme. Donc, où siègent des citoyens de la ville de Chambly, des employés du service d'urbanisme, et dans ce cas-ci, également M. Thibault, Mme Legendre et moi. Et de ce côté-là, l'avis du comité consultatif était défavorable à la démolition. Donc, la décision qui a été rendue ce soir-là, c'était un avis défavorable du comité de démolition. Puis c'était notamment, je vais lire les attendus, là, je ne passerai pas à travers tout le rapport, mais quand même, je vais vous lire les attendus de ce côté-là. Donc, attendu que la demande est assujettie au règlement 2017-1361 sur la démolition d'immeubles, attendu que l'immeuble mentionné précédemment est situé dans la zone R015 du règlement 2020-1431, attendu que la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la séance du 16 février 2026, attendu que les caractéristiques du projet de construction révisé, à savoir démolition du bâtiment principal, construction d'une habitation unifamiliale isolée, attendu que l'état de l'immeuble permet quand même sa rénovation et restauration, attendu que le coût des travaux de rénovation et de restauration est important, mais se rapproche de la valeur d'une construction neuve, attendu que la perte de la valeur patrimoniale de cet immeuble serait considérable en raison de son insertion, son type d'architecture et son âge, attendu que le programme de réutilisation du sol dégagé comprend une emprise au sol trop grande pour la rue Saint-Pierre. Donc, bref, ultimement, la décision avait été défavorable et en regard de la révision de ce soir, on maintient notre décision en termes de ce côté-là d'être défavorable à la démolition et Carl Talbot, je la propose. À la demande d'une citoyenne, Mme Labbé a donné des précisions supplémentaires sur la manière d'aborder les critères qui guident une décision du comité dit de démolition. On a une série de critères qui sont inclus au rapport puis qui sont à considérer dans la prise de décision, autant au niveau du comité de démolition lui-même. On n'aime pas le nom, honnêtement, comité de démolition, là. Mais autant par le comité que par le conseil. Les critères se terminent par un dernier critère qui est tout autre critère qu'on veut considérer. Fait que je vous dirais que oui, il y a une série de critères de base, puis les critères, ils ne sont pas exclusifs et non mutuels ou ça n'influence pas un l'autre. Donc, je vous dirais aussi que les critères se parlent un avec l'autre. Fait qu'on a beaucoup de nuances aussi à établir dans tout ça. Après ça, moi, je ne peux pas me prétendre être dans la tête de chacun des élus. Fait que moi, je ne peux pas vous dire quel critère va être prépondérant pour chacun d'entre eux. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que les documents qui sont produits, les rapports qui sont remis pour la prise de décision, ils sont complets, exhaustifs. Ils considèrent tous les critères qui sont au règlement et d'autres qu'on peut prendre en considération. Monsieur le conseiller Talbot a expliqué comment les propriétaires de l'immeuble patrimonial qui fait l'objet de la demande de démolition peuvent s'assurer de faire valoir leur point de vue aux membres du conseil de ville avant que la décision finale soit prise lors de la prochaine séance. Ce serait de déposer le dossier complet et conforme et avec les éléments additionnels qui ont été mentionnés là, par les demandeurs. Là. Okay. Donc, clairement puis structuré là, de ce côté-là. Et ils vont avoir l'opportunité de venir à la première période de questions. Oui. Donc, celle du début de l'Assemblée, là, pour présenter puis exposer de ce côté-là. Ce serait ce qui est considéré à ce stade-ci, là, leurs opportunités avec un S. Là. Ouais. Okay. M. Thibault a de son côté évoqué certains changements souhaités par le Conseil dans le processus d'examen d'une demande de démolition d'un immeuble.
Lors de la dernière séance, le déroulement s'est bien passé dans l'ensemble, mais il est clair que le processus est éprouvant pour les demandeurs et le climat peut devenir tendu, parfois exacerber inutilement des citoyens, qu'ils soient demandeurs ou tout simplement là pour s'exprimer. Et ce n'est pas nécessairement ni la faute de un, ni la faute de l'autre, mais bien le contexte. D'un point de vue humain, je constate certaines lacunes du processus qui pourraient être adressées, notamment le fait que les échanges peuvent se détourner en préjugés, en accusations, avec des critiques qui ne sont pas nécessairement constructives et qui peuvent impacter émotionnellement les demandeurs. Je suis heureux que nous puissions réfléchir ensemble à des mesures pour assurer un équilibre entre le droit des citoyens à s'exprimer et au bon traitement des demandeurs dans ces séances. Le Comité consultatif en urbanisme a proposé d'autoriser une demande de dérogation mineure dont la teneur est présentée par M. Thibault. En 7.11, on a une demande de dérogation mineure, la largeur du lot au 915 rue Saint-Jean. C'est la création d'un lot d'une largeur de 14,5 mètres au lieu de 15 mètres, à condition que la marge avant du futur bâtiment soit la même que la moyenne de la marge avant des voisins immédiats, donc pour assurer une belle insertion dans le cadre bâti. Un citoyen a demandé à quel moment sera complétée la révision de la carte hydrique de la région. Voici les réponses de Mme Labbé et de M. Auclair. Écoutez, c'est pas nous qui fait les règles, hein, c'est Québec. Là, du côté de Chambly, là, ça passe par la CMM. Donc, c'est la CMM qui est en train de travailler sur ces cartes-là. On est une des rares régions là, au Québec où il y a vraiment eu une attribution de tâches là, à un organisme autre. Donc, c'est via la CMM. Je n'ai pas là, sur le bout des doigts ou de mémoire là, les dates exactes qu'on devrait voir les cartes, mais je pense que c'est imminent. Je vous regarde, M. le directeur général, je ne m'attends pas à ce que vous ayez l'info nécessairement, mais... En fait, c'est toutes des versions préliminaires qu'on a. Il n'y a rien d'officialisé encore. Même chose, il va falloir que ça soit approuvé au niveau de l'échelle de la communauté métropolitaine de Montréal et après ça, intégré dans nos schémas d'aménagement. Enfin, je vous dirais, on ne regarde pas pour 2026, là, avant que les cartes en version finale et définitive, qui a une valeur réglementaire, on n'est pas encore à cette étape-là. Non. Alors voilà qui termine cette édition de Conseil en bref, qui reprenait des faits saillants de la séance du Conseil municipal de Chambly tenue le 17 mars dernier. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine.